Les ingénieurs sont les magiciens qui bâtissent notre 17, monde et façonnent 16, notre quotidien. 15, 14. Des avancées extraordinaires ont changé le cours de l'histoire et nous ont menés au-delà des rêves les plus fous de nos ancêtres. Et décollage. Mais derrière chaque nouvelle frontière se cachent des risques inconnus, auxquels notre ambition se heurte avec fracas. Notre soif de l'impossible peut compromettre des réputations, engloutir des fortunes, détruire l'environnement et faucher des vies. Mais les tragédies sont aussi porteuses d'espoir, car elles poussent les ingénieurs à progresser et à s'adapter. Fermez les portes. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces erreurs pour que nous puissions à nouveau accomplir un grand pas pour l'humanité ? Ces 20 dernières années, la consommation mondiale d'énergie a augmenté de 40% et elle poursuit sa course. La façon dont nous nous procurons cette énergie a d'énormes conséquences pour notre planète. La première machine hydroélectrique a été créée en 1877, mais l'énergie qu'elle produisait ne pouvait éclairer qu'une seule maison. De nos jours, le plus grand projet hydroélectrique au monde se trouve en Chine et peut produire chaque année plus de 100 milliards de kilowattheures d'une énergie propre et à faible risque, de quoi alimenter 10 millions de maisons. L'énergie nucléaire, quant à elle, souffre d'un problème d'image, et ce depuis la mise en route de la toute première grande centrale au monde à Shippingport, en Pennsylvanie, en 1957, à peine 12 ans après la bombe atomique qui avait été lâchée sur Hiroshima et Nagasaki. Si ces deux sources d'énergie sont à même de faire avancer l'humanité en toute sécurité et sans brûler de combustibles fossiles, elles ont pourtant été à l'origine de catastrophes tragiques et mortelles. Pourquoi le cœur du réacteur de 3 Mile Island a-t-il été à deux doigts de rendre à jamais inhabitable une grande partie de l'Est de la Pennsylvanie? Elle m'a dit, il parle d'un accident. C'était devenu une ville fantôme, et là se trouvaient les racines de la peur. Comment la plus grande centrale électrique de Russie et la 9e plus grande centrale hydroélectrique au monde avait-elle pu coûter la vie à 75 travailleurs et détruire une source vitale d'électricité? Les centrales hydroélectriques sont si fiables qu'on leur fait un peu trop confiance. Nous pourrions accélérer un usage bénéfique de la force nucléaire. Ce serait l'énergie du futur, merveilleuse, bon marché et propre. Et le mot d'ordre, c'était « Mais qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers ?» À 8h15 du matin, une bombe atomique de 180 kg a explosé, assommant la ville ennemie de son énorme champignon et de sa force destructrice de 20 000 tonnes de TNT. Pour les habitants tétanisés, la fin du monde était arrivée. Les explosions de Hiroshima et de Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 ont marqué le début d'une toute nouvelle ère, celle de la politique de la force par l'énergie nucléaire. Durant les années 50, la menace d'une nouvelle guerre nucléaire était là. Nous devons être prêts pour le jour où l'ennemi frappera, car il utilisera contre nous les armes du futur. Les écoliers participaient régulièrement à des exercices de simulation d'attaque nucléaire. Les sous-marins à propulsion nucléaire, voilà ce vers quoi tous les regards convergeaient. Un réacteur atomique donnera au nouveau sous-marin une autonomie de croisière sous-marine presque illimitée. Les États-Unis ont été les premiers à exploiter l'énergie nucléaire pour les sous-marins. Un célèbre amiral, Rick Hoover, a été le chef de file de l'incroyable programme qui a conduit au lancement du premier sous-marin nucléaire au début des années 1950. 3 ans plus tard, c'était au tour de la première centrale électrique. Nous pourrions accélérer un usage bénéfique de la force nucléaire. Mais dans le même temps, ils avaient aussi essayé de promouvoir l'idée de ce qu'ils appelaient alors des atomes pour la paix. Cela avait commencé avec le président Eisenhower. Je me souviens d'Eisenhower qui disait « l'énergie nucléaire pour la paix » et qu'on en ferait une exploitation commerciale. Et je pense que cela était aussi lié à l'industrie spatiale. Le débat sur le nucléaire en était devenu encore plus intense. À la veille d'une nouvelle décennie, le travail que nous avons commencé ensemble nous permettra de relever tous les défis, même les plus difficiles. Au milieu des années 70, avec les guerres israélo-arabes, il y avait un embargo pétrolier arabe sur les États-Unis. Pour la première fois, les gens réalisaient que c'était terminé, le gallon d'essence à 30 cents. Les réservoirs de pétrole sont épuisés. Et à cette époque, l'opinion publique était plutôt favorable à l'énergie nucléaire.
Aux États-Unis, les progrès technologiques étaient tels qu'ils avaient conduit General Electric et Westinghouse à se lancer dans le nucléaire. Le futur de l'énergie, c'était le nucléaire. Entre 1966 et 1977, 75 centrales nucléaires ont été construites aux États-Unis. Three Mile Island se trouve dans le centre-sud de la Pennsylvanie, à moins de 2 km de Middletown. Nous étions une adorable communauté installée au bord de la rivière Susquehanna. La vie était belle. Nous sommes à 1 heure de Philadelphie, de New York et de Washington, mais notre style de vie reste celui d'une petite ville. Nous sommes des gens très conservateurs. Beaucoup de gros travailleurs. C'est donc un milieu où on fait confiance. On se connaît tous. La construction a débuté en 1968 avec l'unité 1, qui a été mise en route en avril 1974. L'unité 2 a été lancée 4 ans plus tard, en février 1978. Les grandes tours ont été montées. On ne voyait plus qu'elles. Je n'ai jamais protesté. Je n'en ai jamais débattu. Il était évident pour moi que la commission de réglementation nucléaire veillait à la santé et à la sécurité des personnes de ma communauté. Je pensais donc que si c'était entre les mains du gouvernement, tout irait bien. J'étais un des commissaires de la commission de réglementation nucléaire, qui réglemente les centrales nucléaires aux États-Unis. Ce serait l'énergie du futur, merveilleuse, bon marché et propre. Et le mot d'ordre, c'était « Mais qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers ?» Je suis journaliste depuis longtemps déjà, et j'étais là depuis 5 semaines en fait. J'avais peut-être vu la centrale une fois en passant devant. C'était une belle journée de début de printemps. Une de mes amies avait un système de surveillance pour la police. Elle m'a appelée et m'a dit « Tu sais, il doit se passer quelque chose sur l'île. » Et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, se passer quelque chose sur l'île ?» Et elle m'a répondu « Il parle d'un accident. » Le jour de la catastrophe au petit matin, une défaillance mécanique interrompit l'écoulement de l'eau de refroidissement vers le système du réacteur. Sans cette eau vitale, la température et la pression dans le système avaient commencé à augmenter. Une vanne de décharge, conçue pour relâcher la pression, s'était ouverte. Mais elle aurait dû se refermer peu après. Dans la salle de commande, le panneau avait indiqué à tort que la vanne s'était refermée et la vapeur radioactive continua de s'échapper pendant 2 heures. Des alarmes à l'intérieur du bâtiment se déclenchèrent, confirmant une fuite radioactive. J'étais dans le centre de Washington, au siège, et j'ai entendu « Il y a un problème à Three Mile Island ». Je ne pense pas qu'à ce moment-là, je savais que le président était absent, mais j'étais le commissaire principal suppléant. C'était donc à moi d'organiser la réponse. Ce n'était pas comme s'il y avait des sirènes qui hurlaient de partout ou quelque chose comme ça. C'est plutôt qu'on se passait le mot. On a appelé à la maison et j'ai dit à ma sœur « S'il te plaît, va chercher les enfants à l'école et éloigne-les d'ici jusqu'à ce qu'on sache de quoi il s'agit. » Le premier communiqué a été fait par le lieutenant-gouverneur William Scranton. Ils sont sortis et ont dit qu'il y avait eu un accident mineur et qu'on ne devrait pas s'inquiéter. Il y a eu une deuxième conférence de presse plus tard dans la journée et il a alors dit quelque chose comme « La situation est plus complexe que ce que l'entreprise nous avait laissé entendre. Nous essayons de savoir ce qui se passe, mais nous n'obtenons pas beaucoup d'informations. Ce soir-là, je suis allé jusqu'à Three Mile Island en voiture, juste pour voir ce qui se passait. Il y avait un quartier résidentiel juste de l'autre côté de la rue et des hommes qui se sont présentés à moi comme étant du département de l'énergie, un département fédéral en costume d'astronaute, effectuaient des relevés tandis qu'un groupe de voisins les regardait. Le lendemain, nous avons eu 4 ou 5 conférences de presse différentes au cours de la journée. Les gens étaient très en colère et très fâchés. Nous voulions vraiment des réponses à nos questions. Quel niveau de radiation? Nos enfants étaient-ils en sécurité? Ils n'arrêtaient pas de changer de discours. On a donc commencé à se méfier de ce qu'on nous disait parce qu'on nous racontait tout et son contraire.
Les gens étaient inquiets. Je veux dire qu'ils ne comprenaient rien ni aux radiations, ni aux réacteurs. Ceux qui étaient censés savoir, comme ces gars en blouse blanche, ils étaient là à se gratter la tête. En fait, il y avait chez tous une méconnaissance affligeante de la technologie. Il y avait de plus en plus de journalistes et d'hommes politiques qui intervenaient. À la fin du deuxième jour, le gouverneur Sandberg est finalement apparu à l'une des conférences de presse et a déclaré « Vous êtes soumis à une salve d'informations contradictoires, il en va de même pour moi ». Le gouverneur a ensuite fait une suggestion. Si vous êtes enceinte ou si vous avez des enfants d'âge préscolaire, il est préférable de quitter la région. L'exploitant de 3 Mile Island a déclaré « Nous ne sommes pas ici dans la situation du syndrome chinois. Le syndrome chinois était un film qui était dans les salles depuis le début du mois. Il y a une réplique dans le film qui avait alors beaucoup interpellé. La fusion du cœur du réacteur pourrait détruire une région de la taille de la Pennsylvanie. » C'est le vendredi de cette même semaine qu'ils ont découvert que l'eau était contaminée par la radioactivité, assez sérieusement. Arrivé à vendredi, c'était devenu une ville fantôme. Mais c'était un exode tranquille. Il n'y avait pas d'embouteillage. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais un vrai sujet. Il y avait beaucoup de reportages sur les tests en cours sur le lait. La sécurité alimentaire était-elle assurée? Là se trouvaient les racines de la peur. Beaucoup d'hydrogène s'était formé dans le système. Personne ne l'avait remarqué et les opérateurs ne nous en avaient parlé qu'1 ou 2 jours plus tard. Lorsque les crayons de combustible nucléaire surchauffent, ils créent de grandes quantités d'hydrogène. S'ils s'enflamment, cet hydrogène peut provoquer une explosion catastrophique qui endommagerait la cuve de confinement et libérerait d'énormes quantités de matière radioactive. C'était une vanne. On est entré pour l'ouvrir et faire sortir l'hydrogène. C'était une vanne manuelle et on ne pouvait pas l'approcher à cause des fortes radiations. Le conseiller scientifique du président m'a pris à part et m'a dit « Avez-vous pensé à demander à des malades avec un cancer en phase terminale ?» Et j'ai pensé « Il fait une blague stupide !» Mais non, il était sérieux. Tout le monde commençait à s'inquiéter. Nous fabriquions de l'oxygène. L'oxygène se mélangerait à l'hydrogène et tout pourrait exploser. Vers midi, quelque chose comme une sirène de défense aérienne s'est déclenchée et tout le monde s'est mis à s'agiter. Ils paniquaient. Ils couraient dans le couloir du cabinet vers le bureau du gouverneur. Les nouvelles arrivaient sur une sorte de rouleau de papier et il y avait des sonneries quand des scoops sortaient. On s'est précipité et on a lu un filet qui disait « Washington, avertissement d'une fusion imminente d'un cœur de réacteur à 3 Mile Island ». Les médias du monde entier suivaient la situation de près. Et le président Jimmy Carter avait donc décidé de se rendre sur le site de 3 Mile Island pour tenter de montrer au monde que la situation était sûre et maîtrisée. Jimmy Carter venait de la marine nucléaire. Il était de formation scientifique. C'était bien avant qu'il n'entre en politique. On m'a appelé pour savoir s'il serait en sécurité là-bas et j'ai répondu « Oui, tant que vous avez un hélicoptère prêt à le sortir de là » ou quelque chose comme ça. J'ai pensé qu'il se préoccuperait certainement de la santé et de la sécurité des personnes de notre communauté. On disait que c'était devenu une ville fantôme. Pourtant, tout d'un coup, il y a eu tous ces gens dans la rue quand sa limousine est passée. Quand sa femme et lui étaient dans la salle de commande, c'était pour apaiser notre communauté. On s'est tous dit « Wow, le président des États-Unis est là, ça doit aller alors ». Cet accident a fait ressortir la nécessité de veiller à ce que l'énergie nucléaire soit la plus sûre possible. Le 6 avril, Sandberg a adressé un discours à l'État dans son ensemble. Et c'est ce discours qui a vraiment marqué la fin de la crise. Les gens ont ensuite commencé à rentrer chez eux. Pendant ces 9 jours de crise, 144 000 personnes ont été évacuées des villes autour de 3 Mile Island. Les explications ou informations étant succinctes, personne ne savait vraiment si l'unité 2 était proche ou non de la fusion nucléaire. Il s'agit d'un réacteur à eau pressurisée, ce qui signifie que l'eau est chauffée dans le réacteur pour la fission nucléaire. Puis elle va dans un générateur de vapeur. Et c'est cette vapeur qui fait ensuite tourner les turbines. C'est de ce côté-là qu'ils ont rencontré des problèmes. L'unité 2 de 3 Mile Island a connu une petite défaillance technique qui a arrêté les pompes envoyant de l'eau au générateur de vapeur.
Dans un système de réacteur, les pompes d'alimentation en eau augmentent la pression de l'eau et refroidissent le cœur. Sans cette eau, il n'y aurait aucun moyen d'évacuer la chaleur produite par le cœur du réacteur. Cela a entraîné l'arrêt de la centrale. Les pompes d'alimentation en eau s'arrêtent et avec elles, la réaction grâce au mécanisme d'arrêt d'urgence. Le mécanisme d'actionnement des barres de contrôle de sécurité permet aux barres de contrôle à l'intérieur du réacteur d'être descendues très rapidement depuis le haut du réacteur, ce qui arrête quasi immédiatement le processus de fission autonome. Mais même avec les barres de contrôle en place, la chaleur et la pression dans le système continuaient d'augmenter. La vanne de décharge électropneumatique a fini par s'ouvrir et la vapeur a pu s'échapper, ce qui a diminué la pression dans le système. Cette vanne aurait dû se refermer en quelques secondes, mais ce ne fut pas le cas, et encore plus de vapeur radioactive a pu s'échapper. Les opérateurs ne s'en sont pas rendus compte parce qu'ils ne voyaient qu'une lumière qui n'indiquait pas l'emplacement effectif de la vanne concernée, mais seulement quel signal avait été envoyé à cette vanne. Ils ne savaient donc pas que la vanne était en train d'évacuer toute l'eau. L'instrumentation était mauvaise. On était habitué à ce que la température soit élevée, et une température élevée au niveau de la sortie indiquait que la vanne était encore ouverte. Or, cette vanne n'avait pas fonctionné correctement. L'eau à l'intérieur du réacteur a pu s'échapper par la vanne de décharge électropneumatique. Des poches de vapeur dans le système et des relevés inexacts sur le tableau de contrôle ont empêché les opérateurs de comprendre que le problème était une perte de fluide réfrigérant. Ce qu'on veut éviter, c'est que le niveau de l'eau baisse au point d'exposer à l'air et surchauffer les éléments combustibles déjà très chauds. Les systèmes de refroidissement d'urgence à haute pression se sont mis en marche automatiquement, mais les opérateurs ont réduit considérablement leur puissance car ils craignaient d'inonder le système, sans réaliser qu'ils continuaient à perdre de l'eau. La vanne de décharge électropneumatique avait beau être ouverte depuis 80 minutes, la température continuait à monter et le niveau du fluide réfrigérant a baissé. Ce niveau est tombé si bas que le cœur s'est retrouvé exposé à l'air, ce qui a fait grimper en flèche les températures et a rendu très réel le risque de fusion complète du réacteur ou d'explosion de l'enceinte du confinement. Quand ils ont compris de quoi ils retournaient, ils ont commencé à faire revenir de l'eau de refroidissement à l'intérieur. D'une certaine manière, l'accident s'était terminé à ce moment-là, mais personne n'avait encore saisi l'ampleur des dégâts. La vanne de décharge électropneumatique était restée ouverte pendant environ 2h20 minutes, permettant à plus de 150 000 litres d'une eau légèrement radioactive de s'échapper du système de refroidissement primaire. Finalement, le réservoir de décharge s'est fissuré, provoquant la fuite de l'eau radioactive dans l'enceinte de confinement général, une structure qui n'était pas étanche à l'air extérieur. 3 jours après l'accident, une bulle d'hydrogène a été découverte dans le dôme de l'enceinte sous pression. On a de l'hydrogène parce que le combustible se trouve dans des tubes fins qui sont fabriqués en zirconium. Si vous faites chauffer ce zirconium à plusieurs milliers de degrés, il interagit avec la vapeur. L'oxygène de la vapeur d'eau va avec le zirconium et l'hydrogène reste libre. Vous remplissez donc le réacteur avec cet hydrogène. Il fallait le surveiller, car une explosion d'hydrogène pouvait briser l'enceinte sous pression et peut-être dégrader l'enceinte de confinement, entraînant alors un vaste relâchement de matière radioactive. Ils ont d'abord pensé que cela pourrait provoquer une explosion. Impossible, car il n'y avait pas assez d'oxygène dans le système. Pendant la semaine suivante, la vapeur et l'hydrogène ont été progressivement éliminés du réacteur. L'une des méthodes utilisées a consisté à libérer le gaz directement dans l'atmosphère. Une fois passée la crise et avec le retour à un certain apaisement après la panique locale, le président Jimmy Carter a personnellement ordonné une enquête sur les événements de 3 Mile Island. Même les rapports qui ont été rédigés n'ont fait qu'effleurer la question d'une éventuelle fonte du combustible. En fait, la moitié du combustible avait fondu et nous ne l'avons appris que 5 ans plus tard, lorsque le réacteur a été ouvert. Au moment de l'accident, les opérateurs de la centrale et la commission de réglementation nucléaire avaient eu du mal à comprendre ce qui s'était exactement passé à l'intérieur du réacteur. Une possible explosion d'hydrogène à l'intérieur de la cuve du réacteur avait été une crainte, alors qu'une fusion du réacteur n'avait pas été envisagée. Le rapport officiel du gouvernement écartait la possibilité d'une fusion. Mais des années plus tard, quand on avait finalement pu ouvrir la cuve du réacteur en toute sécurité, on découvra que la moitié du combustible avait fondu.
Au moment où on avait reçu le coup de fil, le premier jour, l'accident était globalement déjà terminé et la moitié du combustible avait fondu. La désactivation et le démantèlement de l'unité 2 de 3 Mile Island a pris 14 ans et coûté environ $1 milliard. Dans les années qui ont suivi l'accident, l'unité 1, qui était le réacteur juste à côté, a bénéficié des leçons tirées de l'unité 2. Les procédures d'exploitation ont été modifiées et les équipes ont reçu des formations. L'unité 1 a rouvert en 1985 et est restée en service jusqu'en septembre 2019. Les questions du nettoyage et de la réouverture sont restées en suspens pendant de nombreuses années. J'aime vivre ici, mais je m'inquiétais aussi de ce à quoi nous exposions nos enfants. Qu'est-ce qui pourrait en découler? Quelles complications? Cela a été le moteur de la lutte pour nettoyer l'île. Certaines plantes présentaient des anomalies et des animaux avaient aussi des difformités. Des pissenlits à deux têtes, des arbres avec des cimes déformées, c'était des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et on se disait, mais attends, c'est quand même un peu bizarre ici. Mais vous pouvez aussi imaginer un autre impact. On ne pouvait plus s'imaginer vendre une maison située à 3 Mile Island. Les événements de 3 Mile Island n'ont duré que quelques jours. Mais l'impact sur la communauté locale et l'industrie nucléaire se fait encore sentir aujourd'hui. Les entreprises étaient toutes en train de construire de nouvelles centrales. Elles avaient vraiment négligé celles qu'elles avaient déjà construites. J'avais été amené à passer devant l'un de ces chantiers avec un directeur adjoint du constructeur. Il n'y avait qu'un trou. Il ne construirait jamais cette centrale. Mais il me l'avait montré du doigt en disant « c'est ça qui a provoqué l'accident ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout dans l'entreprise, tous les meilleurs ingénieurs avaient été envoyés sur ce chantier. Et la centrale existante, 3 Mile Island, avait été négligée. Ce n'est vraiment pas de chance que notre petit coin tranquille ait dû être le premier à faire l'expérience des conséquences éventuelles du nucléaire. Tant qu'on n'a pas vécu la catastrophe, c'est très facile d'oublier. Mais quand vous avez dû être évacué, que vous vous êtes demandé si vous pourriez rentrer chez vous un jour, c'est quelque chose que vous n'oubliez pas. Presque tout ce qui avait été commandé après 1973 a été annulé. 150 projets de centrales sont tombés à l'eau et 3 Mile Island y a été pour quelque chose, bien évidemment. Ça a marqué un tournant. Beaucoup de choses ont été mises en place suite à l'accident de 3 Mile Island. La formation des opérateurs a été grandement améliorée, de sorte que des situations d'urgence ont été testées. Il y a eu des essais, des simulations. La salle de commande, la conception et l'instrumentation ont été grandement améliorées. Depuis, il y a des exercices d'urgence pour tester la capacité des opérateurs à faire face à tout type d'événements. Tout se résume à ça. Si vous voulez qu'une centrale nucléaire fonctionne bien, il faut y consacrer 100% de son temps. 100% de son temps. Aucun être humain ne fonctionne comme ça. Aucun être humain ne vit comme ça. Il ne peut donc y avoir que des complications. Le plus terrible accident nucléaire de l'histoire des États-Unis a freiné le développement du nucléaire civil et hante encore l'Amérique d'aujourd'hui. Mais aucun mort ni aucun blessé n'ont été déplorés. L'énergie hydroélectrique est considérée comme bien plus sûre que le nucléaire. Pourtant, c'était loin d'être le cas en 2009, lorsqu'une brèche dévastatrice dans le plus grand barrage hydroélectrique de Russie a fait 75 morts et révélé le danger que représentaient les infrastructures héritées de l'époque soviétique. L'unité 2 a subi une défaillance catastrophique. Je dirais que c'était comme subir un tremblement de terre. Un jet d'eau de 10 mètres de diamètre qui surgit directement à travers le toit. L'énergie hydraulique est un concept fondamental, mais très simple, qui consiste à transformer la puissance de l'eau vive en énergie. Je dirais que l'énergie hydroélectrique représente la plus grande partie de l'industrie de l'énergie. L'énergie hydraulique a en fait commencé à être exploitée vers l'an 0, pour les meules et dans l'agriculture. L'une des toutes premières turbines hydrauliques modernes a été inventée en 1848 par James Francis. Encore aujourd'hui, sa conception reste la plus efficace et la plus utilisée dans la production hydroélectrique.
L'énergie hydraulique s'est rapidement imposée à partir des années 1900. Mais aux États-Unis, le véritable essor date des années 30. C'est de cette époque que date le barrage Hoover et les barrages de grande coulée. L'énergie hydraulique a toujours été l'une des formes d'énergie les moins chères et les plus pérennes au monde. Le souhait de disposer d'une énergie fiable et peu coûteuse a vraiment été le moteur de l'énergie hydraulique. La Russie fait partie des nations qui ont le plus investi dans l'énergie hydraulique. Avec plus de 100 projets, la Russie est l'un des leaders mondiaux de la production d'énergie hydroélectrique. Pour construire un projet hydroélectrique, il faut vraiment procéder par étapes bien distinctes. Dans l'une des toutes premières phases, il faut détourner l'eau. Normalement, on construit donc un ensemble de tunnels pour détourner la rivière le temps de pouvoir travailler dans son lit et y construire transversalement le barrage, sachant que l'eau doit continuer à couler parce qu'il ne faut surtout pas que son niveau se mette à monter. Une fois la rivière détournée, les ingénieurs peuvent dégager le fond rocheux et construire l'énorme structure en béton du barrage dessus. L'eau peut ensuite être renvoyée vers le barrage et le réservoir peut se remplir. L'installation hydroélectrique est construite une fois le barrage terminé. Une fois les fondations construites, les turbines elles-mêmes sont assemblées sur place et installées. La structure restante de la centrale est construite autour d'elle. Dans un projet hydraulique, l'eau entre par les admissions situées dans la partie supérieure du barrage, puis est guidée par les tubes d'amenée d'eau jusqu'à atteindre les aubes directrices qui régulent le débit jusque dans la turbine. L'élément mobile de la turbine est relié par un arbre au générateur électrique. Le générateur crée de l'électricité qui est transmise au consommateur via les lignes électriques. Dans un projet hydraulique, les barrages assurent la hauteur d'eau nécessaire à l'entraînement des turbines. La hauteur de l'eau est l'élément clé qui détermine la quantité d'électricité qu'une centrale hydroélectrique pourra produire. Plus le niveau de l'eau est élevé, plus la pression hydraulique pour alimenter les turbines est élevée. Cette différence entre les parties supérieures et inférieures du barrage est appelée pression du débit d'eau. L'hydroélectricité est la forme d'énergie renouvelable la plus utilisée en Russie. Avec une production d'environ 160 milliards de kilowattheures par an, la Russie est le 6e producteur mondial d'hydroélectricité. Le projet Sayano-Shushenskaya se trouve en Sibérie. C'est l'une des 3 grandes centrales hydroélectriques de la région. Dans la région de ce projet, il y a de très grandes rivières. Il était donc très pratique de construire un barrage à cet endroit. Le fond rocheux était parfait, la géométrie remarquable et tous les autres paramètres concordaient aussi. Il fallait construire ce barrage pour fournir de l'électricité au secteur de l'aluminium. Après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de centrales ont été construites en soutien au secteur de l'aluminium qui utilise beaucoup d'énergie électrique. Et cela a représenté un défi pour le réseau en raison des charges importantes qui lui étaient donc imposées. Une centrale hydroélectrique se compose toujours de 4 éléments principaux. Il faut d'abord avoir un barrage qui retient l'eau en amont. Deuxièmement, il faut une centrale hydroélectrique. Le 3e élément est une sous-station ou ligne de transport d'énergie pour raccorder la centrale à la charge ou au réseau électrique. Et 4e, il faut aussi tenir compte de toutes les considérations environnementales indissociables de la construction d'une centrale. Le projet a été construit dans les années 70, avec la première unité mise en service à la fin des années 70. Le projet comptait 10 turbines, et si je me souviens bien, la dernière unité a été mise en service à la fin des années 80, environ 10 ans après la mise en service de la première unité. Une turbine Francis fonctionne très bien à environ 60% de sa puissance et jusqu'à environ 100%. C'est généralement dans la plage des 90% qu'elle fonctionne le mieux. Mais une zone de turbulence se crée entre 40% et 60% de la puissance, où la turbine vibre beaucoup. En gros, un tourbillon se forme sous la turbine et il est suffisamment violent pour faire rebondir toute la charge. Dans ce cas précis, 1900 tonnes, de haut en bas, mais aussi de gauche à droite. Pour les turbines Francis, on essaye donc de dégager au plus vite de ce tourbillon, quelques secondes pour passer cette plage de puissance de 40 à 60%. La centrale hydroélectrique de Sayano-Shushenskaya est le fleuron de l'ingénierie hydroélectrique. C'est notre légende à nous, les ingénieurs hydrauliciens pour tous ses aspects, y compris la durée de construction. L'ampleur de cette installation est immense. La centrale est prévue pour produire 6400 MW.
6000 mégawatts suffisent à approvisionner certains pays de petite taille, des pays de taille moyenne en fait. L'électricité est le seul produit au monde qui doit toujours être en parfait équilibre. L'offre et la demande doivent être presque parfaitement ajustées à quelques secondes près. Une installation associée avait connu un incendie dans les jours précédents. Quand il y a eu ce feu, ils ont affecté une charge supplémentaire, une charge de régulation en fait, à l'unité de Sayano-Shushenskaya. L'unité 2 était toujours la première à faire ce que nous appelons une réponse en fréquence rapide. L'unité 2 avait été chargée environ 8 fois, du maximum au minimum, en l'espace d'un jour. Il faut donc transiter par la zone de turbulence à chaque fois qu'on démarre et qu'on arrête une turbine Francis. J'ai décrit la zone de turbulence comme un tremblement de terre de faible intensité. On sait que les fondations bougeront d'autant. Dans les parties inférieures de la turbine, il y a une pièce de rétention de pression qui est boulonnée sur le béton et qu'on appelle le couvercle de tête. C'est un cercle d'environ 10 mètres de diamètre et qui retient près de 200 mètres de pression. Le couvercle de la turbine est fixé avec des boulons ou des broches. Les boulons s'affaiblissent en raison des vibrations. Il est impossible de déceler ces fissures à l'œil nu. À 8h13, la turbine numéro 2 traversait la zone de turbulence lorsque des vibrations caractéristiques ont provoqué la catastrophe. L'unité 2 a connu une défaillance catastrophique, avec pour conséquence essentielle de projeter 1900 tonnes d'acier dans les airs, permettant à un jet d'eau de 10 mètres de diamètre de jaillir directement à travers le toit de la centrale électrique. Le poids de 900 tonnes a détruit le bâtiment en soi et causé des dommages structurels. La salle des machines et l'unité 2 ont été complètement détruites. En l'espace d'une seconde, l'eau a inondé le bâtiment à une vitesse de 300 mètres cubes par seconde. L'eau a inondé le bâtiment à une vitesse de 300 mètres cubes par seconde. Cette eau est ensuite entrée et a commencé à court-circuiter d'autres équipements électriques. En temps normal, il aurait suffi de fermer les portes. Mais avec cette eau qui s'engouffrait, ils n'y arrivaient pas. Et puis, ils n'ont plus eu d'électricité et se sont retrouvés dans l'impossibilité d'arrêter les turbines. La seule possibilité était de fermer manuellement les portes d'admission d'eau. Mais sans électricité pour faire fonctionner les ascenseurs, le seul moyen d'arriver au sommet du barrage était de grimper par les escaliers. Les héros du jour ont été l'équipe qui est montée par les escaliers jusqu'en haut du barrage et ont réussi à libérer manuellement les portes et arrêter le flux d'eau vers l'unité 2. Haut de plus de 240 mètres, le barrage a la taille d'un immeuble de 80 étages. Il a fallu environ 18 minutes aux opérateurs pour atteindre le sommet du barrage et commencer à fermer les portes. Il a fallu plus d'1 heure et 10 minutes pour fermer la première porte. Et les rapports indiquent qu'il aura fallu encore 40 minutes supplémentaires pour ensuite fermer les 9 autres unités. À 11 heures, les opérateurs avaient réussi à fermer les admissions d'eau du barrage et à ouvrir les canaux de dérivation qui permettent à l'eau de passer en toute sécurité du haut vers le bas du barrage sans transiter par l'installation hydroélectrique. Sans cela, la rivière aurait continué à s'écouler, grossissant en amont du barrage jusqu'à ce que l'eau déborde ou détruise complètement le barrage. À l'intérieur de l'installation hydroélectrique, tous les étages inférieurs étaient remplis d'eau. 75 personnes avaient été tuées. Toute la machinerie hydroélectrique, les générateurs et les turbines, à l'exception de ceux de la 5e et de la 6e unité, avaient été détruits. Ils ont réussi à trouver des personnes qui s'étaient abritées dans différentes pièces des étages inférieurs et qui avaient miraculeusement survécu. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de l'histoire de l'ingénierie hydroélectrique du pays. Nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. C'était une immense tragédie pour une si petite ville. Même le président était venu pour rencontrer les habitants dans les jours qui avaient suivi.
J'ai reçu l'ordre de diriger la commission d'enquête sur la catastrophe de la centrale hydroélectrique de Sayano-Sushenskaya. En hydroélectricité, un minimum de maintenance est nécessaire. Certaines turbines avaient fonctionné pendant plusieurs décennies sans jamais être entretenues. J'ai vu des machines construites dans les années 1920 qui n'avaient jamais été démontées de toute leur vie. Elles fonctionnent sans problème depuis près de 100 ans. Tant que les turbines sont correctement lubrifiées, elles fonctionnent normalement sans trop de problèmes. Elles sont tellement fiables qu'on leur fait un peu trop confiance. La durée de vie théorique des turbines était à l'origine de 30 à 40 ans en général. Mais pour ces machines, elle était plutôt proche de 30 ans. Depuis que les turbines avaient été installées en 1979, la turbine numéro 2 avait souffert des vibrations. Depuis le tout début, l'unité 2 avait subi un niveau de vibration accru et ils essayaient de ne pas l'utiliser trop souvent. Il avait toujours été prévu de la remplacer parce qu'elle ne pouvait pas satisfaire aux caractéristiques requises. Pour empêcher les vibrations, il faut s'assurer que les pièces mobiles, en l'occurrence le rotor, sont en parfait équilibre. C'est assez difficile dans un équipement de cette taille. Mais l'une des variables clés est le nombre de démarrages et d'arrêts, et le nombre de fois où les turbines traversent ces zones de turbulence pendant leur vie. La façon dont la centrale est exploitée est un facteur qui contribue à raccourcir la durée de vie. Et les modalités de contrôle de fréquence et de régulation que Sayano-Sushenskaya faisait, et que l'unité 2 faisait aussi, ne pouvaient pas jouer en faveur de la durée de vie de cette turbine. C'était un régime d'exploitation intense et abusif. C'était dangereux, parce que l'unité 2 n'était pas la meilleure. Tous les experts l'avaient confirmé. L'unité 2 subissait des niveaux élevés de vibration et la situation avait empiré plusieurs mois avant l'accident. Et dans les 2 ou 3 semaines qui avaient précédé l'accident, je pense, elles avaient en quelque sorte franchi un seuil qui permettait de les qualifier de vibrations de haut niveau. Ils avaient pourtant continué à exploiter l'unité même après le dépassement du seuil. Il y avait donc eu sur plusieurs mois une tendance à l'augmentation de niveaux de vibration déjà très élevés. Ils démarraient puis arrêtaient les machines pendant 4 jours d'affilée. On pouvait sentir le sol trembler à chaque fois qu'ils démarraient et arrêtaient les unités, même dans les bâtiments voisins. Les vibrations étaient 4 fois plus élevées que le niveau autorisé. Le fait que ça vibre ne pose pas de problème. Toutes les machines rotatives vibrent. Mais lorsqu'il y a des vibrations dans le temps, c'est l'un des principaux signes révélateurs pour dire qu'il se passe quelque chose. Et les documents consultés attestent qu'ils étaient en train d'étudier la question au moment de la défaillance. Les vibrations accrues de l'unité 2 exerçaient une très forte contrainte sur les 80 boulons qui maintenaient le couvercle supérieur en place. À mesure que les boulons s'affaiblissaient, ils se desserraient et permettaient donc à la machine de vibrer encore plus, ce qui en retour soumettait les boulons à une contrainte encore plus forte. La défaillance devenait inévitable. Les tests en laboratoire des débris de l'accident ont montré que nombre de boulons de l'unité 2 étaient très fatigués et que certains présentaient des fissures. C'est comme quand vous tenez une fine pièce de métal dans vos mains. Si vous la pliez régulièrement dans un sens puis dans l'autre, elle finit par se casser. Le jour de la défaillance, il y avait 9 turbines en marche. La turbine numéro 6 était arrêtée pour maintenance et la turbine numéro 2 était utilisée pour répondre à la fluctuation de la demande en électricité. Dans une centrale hydroélectrique, toutes les unités d'une même installation se ressemblent parfaitement. Or, cette unité-là vibrait beaucoup plus que les 9 autres. Et pourtant, c'est l'unité qu'ils avaient choisie au cours de la nuit pour la mettre en mode régulation. Il y avait donc de très fortes vibrations et ils ont fait tourner la turbine pour produire de l'énergie. L'unité 2 a dû transiter par la zone de turbulence à plusieurs reprises au cours de la nuit. La turbine était à pleine puissance et ils étaient en train de la faire descendre, de réduire la puissance. Ils venaient d'entrer dans la zone de turbulence et continuaient à redescendre quand la défaillance est produite. Après l'accident, Rushydro, l'opérateur de la centrale, a fait l'objet de critiques. Certains rapports suggérant que la pression commerciale avait influencé sur le fonctionnement de la centrale. L'une des choses que cette défaillance a mise en évidence est que la machinerie elle-même et la partie hydroélectrique doivent aussi être considérées comme relevant de la sécurité. Car jusqu'alors, en matière de sécurité de l'installation hydroélectrique,
L'accent avait toujours été mis sur le barrage. Il n'y a pas de durée de vie théorique pour les barrages. Ils sont conçus pour une durée de vie infinie. Nous les inspectons, nous en prenons soin, mais du point de vue de la sécurité, l'accent avait toujours été placé sur le barrage et moins sur la partie hydroélectrique. À partir de là, tout le secteur s'est mis à examiner un grand nombre de ces pièces fixes. En général, on a tendance à concentrer nos analyses de la fatigue sur les pièces rotatives, et en particulier sur les pièces dont on pensait qu'elles pourraient tomber en panne. À la suite de cette défaillance, dans le monde entier, on a commencé à examiner très attentivement les gros boulons et les gros boulons fixes, à les inspecter et à procéder à des contrôles par ultrasons à la recherche de signes de fissures. Aujourd'hui, la sécurité est au premier plan. Il y a eu beaucoup de changements à la centrale électrique. La Commission a lancé toutes les actions et programmé tous les événements nécessaires. Elle a fait modifier la loi, les chartes et les manuels opérationnels. Il a fallu de nombreuses années et plusieurs centaines de milliards de roubles pour restaurer la centrale hydroélectrique de Sayano-Souchenskaya. Ils ont décidé de remplacer l'ensemble des boulons tous les 5 ans. Je ne pense pas qu'une autre défaillance comme celle-ci se produise à nouveau. Mais cela reste quand même possible, théoriquement possible. Mais tous les signes étaient là. Il y avait eu une accumulation de données pendant des mois avant qu'on comprenne que les vibrations avaient augmenté. Si nous tirons les leçons du passé, cela ne devrait plus se produire. La dépendance aux combustibles fossiles devenant de plus en plus insoutenable, la demande pour des sources d'énergie verte et renouvelables continuera de croître. Et les ingénieurs devront tout faire pour améliorer l'efficacité et la sécurité de nos méthodes de production. De par ses modalités de fonctionnement, l'électricité hydraulique réunit toutes les conditions pour fournir les services dont le réseau électrique a besoin pour maintenir la qualité de l'électricité à un niveau élevé. Les autres types de centrales électriques ne peuvent pas fournir les services dont le réseau a besoin. Nous avons donc mis au point un grand nombre de techniques différentes au sein même de la machinerie pour faire face aux défis opérationnels. L'avenir de l'hydroélectricité est très prometteur. L'énergie hydroélectrique produit 71% de l'énergie renouvelable au monde. Mais ironiquement, le changement climatique a un impact négatif sur son développement, car les énormes volumes d'eau nécessaires à cette technique sont de plus en plus menacés. L'énergie nucléaire restera une partie importante de la solution. Il n'est pas envisageable de construire des centaines de nouvelles centrales électriques. Voilà pourquoi les ingénieurs se tournent vers des projets plus importants et inédits. Des projets tels que le réacteur nucléaire de Hinkley Point C au Royaume-Uni, qui devrait coûter plus de 25 milliards de livres sterling et produire un pourcentage important de l'électricité du pays. En réponse à 3 Mile Island, l'industrie nucléaire américaine a intensifié la formation, la surveillance et les investissements, aidant ainsi les centrales américaines à améliorer la sécurité et la productivité. Aujourd'hui, les centrales nucléaires produisent près de 20% de l'électricité américaine et fonctionnent à pleine capacité 336 jours par an, les 29 autres jours étant consacrés à la maintenance. Alors que les besoins en électricité de l'humanité augmentent, les décisions concernant la manière dont nous produisons de l'énergie sont vitales pour l'avenir de notre planète. Dans les années à venir, les ingénieurs auront la lourde responsabilité d'accroître la productivité et les capacités sans augmenter les risques.